Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez bien déjeuné? Est-ce que tout le monde a pris son café? Ou pas de café? Non? Oh, quelle tristesse! Bah bon, maintenant vous êtes coincés ici. Bienvenue à Jules Verne. Cet après-midi, nous avons quelques speakers ici qui vous amènent des histoires incroyables. Et notamment, nous avons deux Guillaume. Et maintenant, je vous présente le premier Guillaume. Vous le connaissez peut-être en tant que créateur du langage Groovy, ou bien le créateur d'un podcast français, les Castcodeurs. Et maintenant, il va vous parler des agents intelligents. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces agents et comment les utiliser? Et en plus, inclut un petit démo. Donc, vos applaudissements pour Guillaume. Bonjour à tous et bienvenue. Donc vous allez digérer avec moi et parler d'agents IA. Donc bon, je n'ai même pas besoin de me présenter, vous me connaissez déjà vu que j'ai eu une belle introduction, c'est très très gentil. Donc je travaille chez Google et ça fait 2 ans et demi que je me focalise sur tout ce qui est intelligence artificielle générative. Et on a vu différents buzzwords un petit peu au fil des ans, en particulier en 2023, là, quand ChatGPT a vraiment popularisé le concept des LLM. L'année dernière, on parlait beaucoup de RAG, Retrieval Augmented Generation, et j'ai l'impression qu'en tout cas, en cette fin d'année, et puis sans doute l'année prochaine, on va vraiment beaucoup parler d'agents IA. Donc je vais essayer de définir un petit peu ce que c'est, de vous montrer aussi quelques démos que j'ai préparées pour un petit peu insister sur quelques points, en tout cas, qui me tiennent à cœur sur le sujet des agents IA, parce que ce que je trouve aussi souvent, c'est qu'on voit des articles à droite à gauche qui, pour moi, sonnent un peu trop comme de la science-fiction ou des contes et légendes. Et je voudrais essayer un petit peu enfin, pas de debunker, mais en tout cas d'expliquer que ce n'est pas si magique que ça. Et il y a des choses ou des bonnes pratiques ou des frameworks, en tout cas, qui peuvent faciliter la création d'agents IA. Donc, c'est ce bouton-là. Donc, on va passer par différentes étapes, quelques définitions, ensuite certaines, des design patterns, mais aussi un petit peu les caractéristiques des agents de manière générale. Et après, j'illustrerai avec 3 démos différentes, où j'utiliserai aussi différents frameworks. Donc moi, j'ai toujours été un développeur Java. Donc je vous montrerai des démos en Java, sachant que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses en intelligence artificielle, machine learning, etc., qui se fait en Python. Mais même en Java, eh ben, on peut faire les mêmes choses et c'est très bien. Et pas que en Java, hein, il y a d'autres langages aussi qui ont des frameworks sympas pour créer des agents, pour créer des applications à base de LLM. Donc j'utiliserai LangChain4j. Donc c'est un projet qui est, alors c'est pas un port de LangChain Python, mais il a pris un nom similaire en tout cas. Et c'est un framework qu'on peut utiliser donc évidemment en Java, qu'on peut intégrer dans Spring, Quarkus, Micronaut, tout ce que vous voulez, qui s'intègre particulièrement bien, en tout cas dans l'écosystème Java, et qui propose tout un tas de composants, donc que ce soit l'accès évidemment à des LLM, que ce soit des prompt templates, que ce soit pour analyser des documents quand on veut faire du RAG. On verra un exemple de RAG tout à l'heure dans la première démo. Les embedding models pour faire de la recherche sémantique, il y a plein de choses dans ce framework-là. L'autre framework que j'utiliserai, c'est ADK, c'est un framework un petit peu plus récent. Alors LangChain4j a 2 ans, ADK il est sorti d'abord en Python je sais plus, en avril je crois, et il y a une version Java qui est sortie en mai. Donc c'est fait par Google, on peut utiliser différents modèles aussi, c'est vraiment focalisé sur cette notion d'agent et aussi sur on va voir ça tout à l'heure, un petit peu le pattern de workflow, parce que les agents super autonomes et tout ça, c'est surtout cette partie-là qui, pour moi, est encore un peu de la science-fiction. Et donc, les choses qu'on peut faire de manière séquentielle, parallèle, etc., mais avec une sorte de workflow un petit peu explicite, vaut mieux le faire de manière explicite pour être sûr d'avoir les résultats escomptés par rapport au but qu'on a donné à notre agent. Et pour la petite histoire aussi, pourquoi j'utilise aussi ces 2 frameworks-là, c'est parce que je suis committeur sur les 2. Donc forcément, c'est mes frameworks préférés. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un agent?
Donc il y a une définition un petit peu formelle, un peu classique, même avant l'époque où on faisait pas, en tout cas, de LLM. Donc un agent, c'est un système, un service qui est capable de ressentir, de percevoir son environnement et d'agir sur son environnement. Et aujourd'hui, dans le cas des LLM, donc l'intelligence au niveau de l'agence se fait grâce à un LLM. Et le fait que les LLM puissent faire ce qu'on appelle du function calling, c'est-à-dire qu'ils sont capables de se dire ah, là, je ne suis pas capable de répondre à la question. Par contre, si on pouvait appeler cet outil-là, cette fonction-là, eh bien, je serais capable de répondre à l'utilisateur. Et c'est ça, cette intégration-là, qui fait que, donc, de manière formelle ici avec les sensors, les actuators, c'est grâce à ces outils-là, ces fonctions-là, qui sont capables d'interagir avec l'environnement. Moi, ce que j'aime mieux, en fait, c'est là, c'est un peu mon équation à moi. Donc, les agents IA d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est un LLM, donc pour l'intelligence, le savoir. Il y a aussi la notion de mémoire, parce que ce qu'il faut savoir avec les LLM, c'est que c'est des machines qui sont stateless, c'est-à-dire si je dis à un LLM ou un agent bonjour, je m'appelle Guillaume, et qu'après je lui pose la question comment je m'appelle, eh ben, il va me dire je ne sais pas. Et pourquoi, du coup, normalement, quand je disais un LLM, il sait répondre à vos questions, c'est parce qu'en fait, on envoie toute la conversation à chaque fois au LLM, toutes les répliques précédentes, toutes les questions précédentes. Donc la notion de mémoire est importante et fait partie, en tout cas, de cette équation des agents ou de n'importe quelle application, en tout cas à base de LLM. Enfin, si on veut faire quelque chose qui permette une conversation. Il y a différents types de mémoire. Là, je parle surtout de mémoire à court terme, c'est-à-dire la mémoire de la conversation. Mais il y a aussi des systèmes pour faire de la mémoire à long terme. Donc, par exemple, de quoi on a parlé hier, de quoi on a parlé il y a un mois. On peut aussi plugger ce genre de mémoire-là dans les agents IA. Comme ça, les agents apprennent aussi plus nos préférences ou les sujets qui peuvent être, en tout cas répondre mieux à nos questions d'aujourd'hui par rapport à ce qu'on a fait avec eux la veille ou il y a longtemps. Donc, deuxième composante. Troisième composante, le planning. C'est là où je vais zoomer un petit peu plus tout à l'heure. Le planning, c'est vraiment l'aspect comment est-ce que font les LLM, les agents, pour essayer de découper des tâches complexes en sous-tâches, ou même en utilisant des sous-agents, où là, on va vraiment faire des systèmes multi-agents. Donc, le planning est important. Et le tool use, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je crois que j'ai d'ailleurs une petite... non, je ne sais plus si j'ai une animation après. Non, je l'ai enlevé, celle-là, je crois. Donc, regardons. Ah oui, et j'oublie aussi, j'ai rajouté une petite flèche rouge. C'est un peu comme s'il y avait une grosse boucle for autour de tout ça. Donc ça peut être parce qu'on fait une nouvelle interaction avec l'utilisateur, ça peut être parce que l'agent a fait une boucle et après il s'aperçoit, tiens, il y a des choses qu'il faut qu'on rajoute, des informations qui manquent, donc je vais faire appel à d'autres outils, d'autres recherches, etc., pour compléter la réponse. Donc c'est voilà, mon équation pour les agents avec une méga boucle for autour pour faire continuer la conversation, la recherche, etc. Dans les caractéristiques, donc grâce on va dire, aux différents éléments de cette équation. Donc, grâce au LLM, l'agent est capable de penser, de réfléchir, de comprendre ce qu'est le prompt de l'utilisateur, les informations aussi du prompt système, c'est-à-dire, voilà, ton but, toi, ton rôle, c'est de faire ci, ça, 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 et tu dois aider l'utilisateur. Ensuite, on a tout le planning sur lequel on va zoomer dans un instant pour savoir comment découper les choses en plus petites tâches, dans quel ordre les faire. On a aussi ensuite la partie où il va falloir agir, c'est-à-dire on a planifié, on va faire ça, ça, ça. Par exemple, on va faire des recherches, on va appeler des API, des services externes. On peut même, il y a certains modèles, donc moi je travaille chez Google, j'utilise souvent le modèle Gemini. Il a un système de génération de code et d'exécution même de code. Donc quand on lui donne des problèmes un petit peu techniques ou logiques ou voire mathématiques, il peut générer du code et l'exécuter pour avoir la réponse. Parce que sinon, les LLM, souvent, ils ont tendance un peu à halluciner quand on leur donne des calculs à faire. Et aussi, à cet endroit-là, j'aime bien quand même mentionner l'idée de remettre l'humain dans la boucle, parce que ça peut être à cet endroit-là, de cette boucle-là, de ces caractéristiques-là, où en fait, on va demander à l'humain s'il valide l'utilisation d'un outil. Ça peut être, ou si c'est une application, disons, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple, une application de note de frais. Alors, on ne ferait peut-être pas une application de note de frais avec un agent, mais pourquoi pas peut-être qu'un manager doit approuver une note de frais. Donc là, on peut remettre l'humain dans la boucle pour qu'il ait toujours son mot à dire. Et après, il y a aussi tout un tas de problèmes de régulation, de choses comme ça, où l'humain doit toujours valider quelque chose, même si c'est une IA, un agent
qui a fait la plus grosse partie du travail. Ensuite, il y a aussi une phase alors, qui n'est pas forcément obligatoire et qui n'est pas toujours présente dans tous les agents, mais il y a une phase de réflexion où en fait le LLM, ou ça peut être plusieurs LLM qui travaillent ensemble, main dans la main, ou imaginons qu'on fait un agent de codage qui vous aide à programmer, peut-être que donc les 3 premières étapes vont avoir créé le code, et la dernière va être là, ah oui, mais par rapport aux conventions de code de l'entreprise, il faudrait peut-être qu'on réajuste un petit peu, qu'on refactore un peu le code, et on peut refaire une boucle avec ce feedback pour améliorer ensuite le code. Donc c'est une sorte de boucle de rétroaction pour améliorer en tout cas ce que le système a proposé et ce que les résultats des recherches et autres ont généré. Donc voilà les grandes caractéristiques des agents. Et je vais zoomer sur le planning, parce que ça, je trouve ça assez important en tout cas. Le côté science-fiction qu'on voit dans les articles, des fois dans les vidéos, c'est les agents autonomes, ils vont faire tout le boulot à notre place, etc. En fait, on s'aperçoit assez vite, quand on développe ces premiers agents, que si on donne des instructions peut-être un peu trop générales, après vous allez me dire, on n'a qu'à faire un prompt très détaillé, oui, ok. Mais souvent, les LLM hallucinent encore pour certaines choses. Par exemple, on parlait des outils du function calling, etc. Moi, j'ai déjà vu, dans l'exemple que je vous montrerai tout à l'heure, je vous le réexpliquerai sans doute mieux tout à l'heure, mais le function calling, il m'appelait des fonctions qui n'existaient pas, ou il passait des paramètres qui n'existaient pas, des choses comme ça, alors que j'avais bien décrit, d'abord tu fais ça, 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 je lui avais donné un beau prompt, mais en tout cas, il ne voulait pas m'écouter. Donc, différentes approches, complètement autonomes, où on se dit le système il va savoir ce qu'il doit faire, éventuellement faire des étapes, on lui donne juste les outils et puis il se débrouille. Il y a l'autre approche qui marche plutôt pas mal, en général c'est un peu un middle ground, un chemin du milieu, je ne sais pas comment dire. C'est vraiment au niveau des instructions, du prompt système, où on explicite vraiment, d'abord tu vas faire ça, ensuite tu vas faire ça, etc. Pour certains use cases, ça marche vraiment très très bien. Et après, pour tout ce qui est... mais d'ailleurs, j'avais des animations, je suis bête moi. Donc vraiment autonome, c'est l'agent lui-même qui définit ce plan. Prompt driven, c'est le développeur qui va donner les étapes à suivre. Et donc enfin, l'external, ce que j'appelle un workflow externe, ça peut être programmatique, ça peut être pourquoi pas un outil de workflow. Par exemple, il y a des outils comme N8N, N8N qui sont très visuels avec des workflows. Mais ça peut être, moi je vais vous montrer un exemple où je code finalement mon workflow, je code mon interaction avec les LLM, où là c'est vraiment très explicite, très déterministe. Donc si vous voulez créer un agent IA et que derrière votre use case, il y a vraiment un workflow où c'est toujours les mêmes étapes dans le même ordre, même avec des boucles ou des branches, peu importe, vaut mieux le faire de manière déterministe avec une sorte de workflow, que ce soit programmatique ou non, et vous aurez de meilleurs résultats. Après, donc il y a des avantages, des inconvénients. Donc je disais, quand c'est autonome, il y a beaucoup plus d'hallucinations au niveau de l'appel des outils, des fonctions. Mais par contre, plus on va bas dans cette échelle et qu'on va vers une approche workflow, effectivement, le côté déterministe et explicite sera beaucoup plus prédictible et on sera plus sûr du résultat qui sera donné. D'un autre côté, il y a certains cas où typiquement on ne sait pas trop ce que l'utilisateur va vouloir faire et ça ne suit pas un workflow donné. Donc ça peut être, en fait, on regroupe des sous-agents. Imaginez un agent qui s'occupe des clients, peut-être qu'il va y avoir un sous-agent qui va s'occuper, où est-ce qu'elle en est ma commande, est-ce qu'elle a été livrée, et peut-être qu'il y aura un sous-agent qui s'occupera du service après-vente. Bonjour, comment ça s'allume le truc que j'ai commandé? Et là, à ce moment-là, un agent, il devra dispatcher de lui-même et comprendre, ah oui, non, d'abord il faut faire ça, ou ensuite il faut faire ça, et après on va l'envoyer vers, je ne sais pas, un service de satisfaction client, je ne sais quoi. Et là, on aura besoin justement de plus d'autonomie. Donc il y a quand même des cas où le côté autonome, les LLM sont capables de bien dispatcher vers les bons sous-agents les requêtes. Donc il faut balancer un petit peu les différentes approches. Et en fonction de votre use case, si vous voyez que ça ne marche pas avec une approche, vous voyez que c'est un petit peu plus structuré, allez peut-être plus vers les workflows. Et sinon, vous pouvez commencer directement de manière autonome. Mais si ça ne marche pas trop, vaut mieux redescendre un petit peu dans ces approches de planning. Donc voilà pour le zoom de planning. Au niveau des design patterns, caractéristiques,
Je vais quand même vous parler comment fonctionne le function calling, vu que c'est vraiment ce qui est à la base des agents pour pouvoir interagir avec leur environnement. Donc, souvent, ce qu'on entend dire, c'est oui, le LLM, là j'ai mis Gemini, mais c'est n'importe quel LLM, ou ça peut être, j'ai mis le logo de LangChain4j, mais ça peut être n'importe quel framework, on s'en moque. Souvent, on entend, oui, le LLM, il va appeler une fonction. En fait, le LLM, il appelle jamais des fonctions. Comment ça se passe en vrai? L'utilisateur arrive, par exemple, il demande quel est le temps, d'ailleurs j'aurais dû changer, quel est le temps à Nantes, il fait beau. En fait, l'application qui utilise un framework agentique, etc., va envoyer le prompt, c'est-à-dire la question de l'utilisateur, au modèle. Mais en plus, il y a une chose qui est envoyée, c'est ici la getWeather. Il y a une fonction qui existe et on indique au modèle que si tu ne sais pas répondre, tiens, il y a aussi d'autres fonctions qui peuvent peut-être t'aider à répondre. Et en fait, le modèle, lui, il va répondre à l'application. Est-ce que tu pourrais appeler pour moi la méthode, la fonction getWeather avec le nom de la ville en paramètres? Et toutes les flèches qui vont être en grise, c'est des choses que l'utilisateur final, qui est sur la gauche, ne voit pas. Hein. C'est vraiment juste entre le framework et le LLM. Et donc, le framework va appeler, c'est lui qui appelle, c'est jamais le LLM, il va appeler ce service extérieur. Donc, je ne sais pas, si Météo France a des API, etc., on va appeler ce service-là, récupérer la valeur de retour et renvoyer au LLM. Comme ça, le JSON, hein, on n'a même pas besoin de faire des phrases. Et le LLM, grâce à cette réponse JSON, oui, forecast sunny, ça veut dire qu'il fait beau, donc il fait beau à Paris, à Nantes, où vous voulez. Et c'est comme ça que ça fonctionne, le function calling. C'est jamais le modèle qui appelle directement, évidemment, les fonctions. Donc nous, développeurs, on est dans le côté vert, donc on a toujours le contrôle là-dessus. Après, on a différents flows de contrôle. Donc là, je parle plus dans ce qui est système multi-agent, où on va vraiment décomposer en différentes tâches, une tâche complexe à effectuer. Donc des approches séquentielles, d'abord il faut faire ça, ensuite il faut faire ça. On a aussi évidemment des approches parallèles. Tiens, ces deux recherches-là peuvent être faites en même temps, ou ces deux agents peuvent faire récupérer des informations sur l'utilisateur en même temps que récupérer peut-être la liste de ses commandes. Ça peut être deux opérations qui peuvent être faites en parallèle, où on appelle des outils qui vont faire ces recherches-là. On peut faire du routage. Dans mon exemple tout à l'heure avec support utilisateur, on va regarder le service des commandes, le service après-vente. Ça peut être aussi les boucles. Donc on commence à écrire du code, donc c'est un agent de code, on commence à écrire du code, et puis après on vérifie, est-ce que ça compile, est-ce que ça suit les conventions de codage, etc. Oui, non, hop, on refait une boucle pour améliorer à nouveau. Et finalement, qu'est-ce qu'on retrouve ici? C'est tout simplement ce qu'on fait en programmation de manière impérative, c'est-à-dire tout simplement les instructions qui suivent les unes les autres, ou des choses qu'on va faire en parallèle, peut-être avec du async await ou autre, peu importe. Conditional routing, c'est juste un gros if, quoi. Et une boucle for, une boucle while. Et c'est des choses qu'on retrouve également quand on crée des agents. Autre pattern intéressant, quand je disais qu'il faut remettre l'humain dans la boucle, donc des fois, il y a des choses, pour différentes raisons, il faut toujours redemander à l'humain, soit pour des informations complémentaires qui manquent à l'agent pour répondre à la question, ou ça peut être parce que pour des questions de régulation, de compliance, etc., il faut qu'il y ait le tampon de l'utilisateur qui valide ou non ce qui va se passer. Ou s'il y a une action, imaginons qu'à un moment, un agent appelle un outil qui doive supprimer des enregistrements dans la base de données, peut-être qu'on veut quand même que l'utilisateur soit là pour valider si faire... disons, delete étoile from, etc., vaut mieux peut-être éviter ça, ça peut être un peu dangereux. Et en plus, c'est arrivé à un de mes collègues il n'y a pas longtemps, il utilisait un agent de codage, donc il lui code un super truc, et à la fin il lui dit c'est bon, je peux nettoyer maintenant qu'on a réussi à faire ce que tu m'as demandé, et il lui fait un RM moins RF du répertoire. Donc non, merci, on va rester comme ça. Donc ça arrive aujourd'hui, même avec des LLM assez récents et puissants. Donc, l'autre, c'est surtout ce pattern de boucle-là. Il y a deux choses qu'on voit assez souvent dans les systèmes agentiques. C'est le pattern React. Donc, c'est vraiment la boucle où le système réfléchit, il va agir, et il va regarder à nouveau l'environnement, il observe et il se dit, alors oui, c'est bien, c'est pas bien, non, il faut que j'améliore. Donc je vais refaire une boucle.
et aussi ce qu'on appelle LLM as judge, en fait, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'un agent va générer quelque chose, et on va demander à un LLM, peut-être le même LLM utilisé par l'agent ou un autre, pourquoi pas, de regarder est-ce qu'effectivement ce qui a été généré, ce qui a été créé est correct ou pas. Et j'ai une démo tout à l'heure où effectivement j'utilise cette idée de LLM as judge. On va le voir dans pas longtemps. Et donc, je vais vous proposer 3 démos. La première, donc, c'est une démo que j'avais fait, en fait, que j'ai développée l'année dernière. C'est un petit moment déjà que j'ai fait ça, mais on ne parlait pas encore d'agent. Mais ce que j'avais fait était déjà une approche agentique, en tout cas, du système RAG, Retrieval Augmented Generation. Donc, je vais faire aussi un petit rappel quand même de ce que c'est RAG. Donc, c'est la capacité, enfin, c'est un pattern, on va dire, pour être capable de chercher dans ses propres données, ses propres documents ou de ses utilisateurs, etc. Parce que les LLM, ils ont un certain savoir, des connaissances, ils ont été entraînés sur tout un tas de corpus de données, de documents, mais ils ne connaissent rien de nos documents privés, évidemment, mais si on veut poser des questions sur ces documents privés ou de nos utilisateurs, il faut qu'on lui donne au bon moment ces informations. Et c'est aussi au niveau du savoir même d'un LLM, donc il y a ce qu'on appelle la cut-off date, c'est-à-dire qu'il a été entraîné jusqu'à une certaine date, ou avec des données provenant de différentes sources, mais dont la date de fin, voilà, c'était peut-être, je sais pas, janvier dernier, il n'y a pas de choses plus récentes. Donc si on demandait là à un LLM, je ne sais pas le nom du Premier ministre, c'était un peu compliqué ces derniers jours. Donc c'est pour ça que si on peut donner accès au LLM ou à l'agent à une source d'information récente, il répondra évidemment différemment. Donc l'approche RAG, Retrieval Augmented Generation, il y a 2 phases. On prend en entrée tout un tas de documents, alors ça peut être des bases de données, des fichiers de toutes sortes, de tout type de format, etc. On les découpe en petits morceaux, et pour chacun de ces petits morceaux, on va utiliser un modèle qui s'appelle un embedding model, qui va calculer une représentation vectorielle de ce texte-là. Et donc, c'est souvent des vecteurs de 768, 1024 valeurs avec des nombres flottants dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une représentation sémantique et en fait, on a une sorte de... Donc, c'est multidimensionnel, 768, 1024, etc. Et en fait, des bouts de texte dont on calcule les vecteurs embedding, des bouts de texte qui sont similaires sémantiquement parlant, vont avoir des vecteurs qui sont proches l'un de l'autre ou pointés dans la même direction. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on va stocker le vecteur et le bout de texte dans une base de données qui est vectorielle ou qui supporte des vecteurs. Donc là, on a fait la première étape et après, il y a la deuxième étape de récupération des données. Donc on a notre utilisateur qui vient parler à notre appli de chatbot, peu importe l'interface, et qui va faire la même opération, c'est de calculer le vecteur embedding, la représentation vectorielle de la question de l'utilisateur. Et comme je disais tout à l'heure, des choses dont la sémantique et des textes dont la sémantique est proche ont des vecteurs proches, en fait, la question, le vecteur de la question est souvent assez proche du vecteur du texte qui contient la réponse. Donc si je prends, là je vais prendre un exemple avec la page Wikipédia de Berlin, quelqu'un qui demande quelle est la population de Berlin, en fait on voit bien qu'il y a des mots-clés, population, Berlin, etc. Eh bien un texte dans la page Wikipédia qui dira oui, il y a 3 millions d'habitants à Berlin, habitants c'est assez proche de population, Berlin, là c'est vraiment le même mot, et tout ça, ça fait que les vecteurs seront assez proches. Et donc l'idée du Retrieval Augmented Generation, c'est en fait de trouver des vecteurs et les extraits de texte qui sont les plus proches de la question. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On prend tous les bouts de texte dont les vecteurs étaient plus proches de la question, on les met dans le prompt qu'on envoie au LLM, et on dit, voici la question de l'utilisateur, essaie de base ta réponse en fonction de ces extraits de texte que j'ai retrouvés dans la base de données. Et le LLM va synthétiser la réponse avec ça, plutôt que d'utiliser son savoir intrinsèque, et donc éviter les hallucinations. Et donc il y a des questions qui sont assez faciles à poser, et auxquelles on peut répondre, des questions simples, par oui ou par non, ou de donner un nombre, quel est l'âge du capitaine, etc. Mais plus on descend un petit peu dans cette hiérarchie
de questions, plus il y a certaines questions qui sont compliquées. Et typiquement, la dernière, bon, je prenais le Premier ministre, mais si je demande quel est le prénom de l'épouse du président du pays dans lequel la capitale où il y a la Tour Eiffel dans la capitale. Ben, en fait, là, il y a genre 5 questions d'affilée. Donc, il faut trouver. Ah oui, la Tour Eiffel, c'est où? C'est à Paris. Paris, bah, c'est en France. France, le président de la France, c'est Macron. Macron, sa femme, elle s'appelle Brigitte. Bah voilà, c'est Brigitte la réponse. Mais du coup, quand on fait une recherche un peu naïve, RAG, en fait, on va chercher cette question avec tous ces mots-clés-là, et on ne va pas réussir en fait à remonter de la base de données vectorielle des extraits de texte qui vont contenir la réponse. On va peut-être trouver des extraits sur Paris, France, on va peut-être trouver Emmanuel et Brigitte Macron, mais ça ne va pas très bien matcher et on ne va pas forcément retrouver et remonter de la base de données vectorielle des fragments intéressants. Et du coup, des questions assez compliquées comme ça, nous, ça nous paraît simple, parce qu'on déduit l'ordre dans lequel il faut poser les questions. On voit bien qu'il y a plusieurs questions dans la même question, mais pour un LLM, une question comme ça, et en tout cas avec l'approche RAG, eh ben, c'est compliqué et ça ne marche pas très bien. Donc je vais vous montrer une approche que j'ai faite, et qui était du coup agentique. C'est qu'en fait, donc là je vais avoir un utilisateur qui va poser comme question, voilà, quelle est l'origine de Berlin, sa situation géographique et sa population. En fait, il y a 3 questions dans une là. Alors c'est même pas des questions imbriquées, là, c'est vraiment 3 sujets dans un. Et quand on va chercher naïvement dans une base de données vectorielle, ben, ça va un petit peu polluer au niveau sémantique, parce qu'on va avoir plein de notions et on ne va peut-être pas remonter les bons résultats de la base de données. Donc l'idée, c'est d'essayer de découper les choses. Et ce que j'ai fait, c'est que, donc là, c'est une approche au niveau du planning qui est ce que j'ai appelé prompt-driven, c'est-à-dire c'est l'utilisateur qui vient avec la décomposition en différentes étapes et tâches. Donc je demande au LLM, bah, identifie les différents sujets qu'il y a dans cette question-là. Essayer de trouver des questions simples pour chacun de ces sujets-là, fait une recherche, remonte les résultats, etc., et ensuite fait un rapport final avec la synthèse de tous ces sujets-là. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que mon agent, je lui ai donné un outil. Cet outil, c'est lui qui va être capable de faire la recherche, mais vraiment juste pour un seul sujet. Donc on va appeler plusieurs fois l'outil, juste sur le sujet, donc juste sur le sujet de la géographie, juste sur le sujet des origines historiques, etc. Et lui, à son tour, en fait, donc il cherche dans la base de données, et lui, il va utiliser un autre sous-agent dont le travail, ça va être de synthétiser ce qui a été remonté de la base de données et de donner une réponse. Et ensuite, on récupère toutes les réponses pour chacun des sujets, on les rebalance à l'agent principal, le superviseur, peu importe le nom qu'on lui donne, et enfin, on donne la réponse à l'utilisateur. Donc pour ça, moi j'ai utilisé, alors je vais vous le montrer, alors je l'ai déjà fait tourner, mais allez, je peux le relancer. Donc ce qu'on va voir, c'est que, alors ça prend un peu de temps, parce qu'il faudrait que je l'optimise, que je ne le fais pas en parallèle. Idéalement, vu qu'il y a plein de sujets et qui sont indépendants, j'aurais très bien pu faire la recherche en parallèle. Mais là, du coup, je vais le relancer et on va voir qu'il va faire des opérations les unes après les autres. Donc déjà, il a identifié que un des sujets, alors normalement Internet marche bien, mais ça me paraît... Ah si, voilà, ça arrive. Il a identifié un des sujets, la population de Berlin. Donc quels sont le genre de questions qu'on pourrait poser, voilà, les populations à l'intérieur des limites de la ville, etc. Et on va voir qu'il va créer un premier rapport sur la population. Donc on voit qu'il a identifié différents chiffres à l'intérieur de la ville, l'agglomération ou quelque chose comme ça. Ouais. Après, il a fait une autre recherche sur la situation géographique. Et pareil, il a trouvé d'autres questions pertinentes par rapport au prompt initial de l'utilisateur. Qu'est-ce qu'il va trouver? Voilà, alors, oups, pardon, parce qu'il a bougé. Il a trouvé que c'était voilà, au nord-est de l'Allemagne, etc. Là, il va faire une recherche historique pour voir l'origine de Berlin, et on va trouver, voilà, apparemment, ça aurait été fondé en 1237, et à la fin, il est capable de générer, l'agent principal, vu qu'il a collecté toutes les réponses, il est capable de générer un rapport. Voilà la population, voilà la situation géographique, l'histoire, etc. Donc il en a vraiment fait la synthèse. Donc la recherche RAG, etc., a vraiment été décomposée en plusieurs recherches par un LLM. C'est là où est toute l'intelligence du LLM, de savoir qu'il y a plusieurs sujets ou qu'il y a plusieurs questions qui se suivent et qui seraient capables du coup de découper, de dire d'abord il faut que je recherche où est
pardon, où est la tour Eiffel, dans quelle ville, etc., par exemple, il serait capable de comprendre ça. Et pour faire ça, alors un truc qui est rigolo, je vous le dis au passage, parce que là, il y avait 3 sujets, il a fait 3 recherches, mais ce qui est amusant, c'est que les LLM sont vraiment non déterministes, et parfois, quand les résultats qu'il a remontés ne lui satisfont pas forcément, automatiquement, sans que je lui ai vraiment demandé dans le prompt, et donc de manière autonome, des fois, il repose des questions supplémentaires ou différentes sur un même sujet que je lui demande. Donc ça, c'est assez rigolo que de voir que des fois, il va faire plus de recherches qu'il y a de sujets parce que ce qu'il a remonté, ce qu'il a trouvé dans la base de données n'était pas tout à fait pertinent. Mais là, il ne l'a pas fait. Il a fait juste 3 requêtes. Mais du coup, des fois, moi, je l'ai déjà vu faire 6-7 questions et il me répond au bout de 2 minutes. Oui, j'aurais peut-être dû paralléliser. Ça prend un peu de temps. Donc, bref, c'est une amélioration que je pourrais faire plus tard. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne avec LangChain4j. Donc, je ne rentre pas dans les détails du framework, etc. Mais je pense que vous allez vite vous y retrouver. Alors, déjà, il faut que moi, je m'y retrouve. Voilà, donc ça commence en fait ici. Dans LangChain4j, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a cette notion d'interface. Donc, on est dans un langage fortement typé, statiquement typé, etc. Et donc, on manipule des classes, des objets, etc. On n'est pas obligé de manipuler juste du texte, parce que c'est vrai que les LLM, on leur donne du texte, ils retournent du texte. Mais on est là dans un langage typé, donc on va utiliser des vraies interfaces, des méthodes, des types de retour, etc. Et là, vous voyez que moi, j'ai ici dans cette partie-là, c'est moi qui ai défini au niveau du prompt. Donc, si vous vous rappelez les 3 approches de planning, c'était l'approche du milieu. C'est moi, en tant que développeur, qui ai dit voilà ce qu'il va falloir faire, voilà les étapes qu'il va falloir suivre. Et ensuite, quand j'ai instancié cette interface-là, on le fait ici. Donc c'est la notion de AI Services. Il y a aussi une notion plus récente qui est sortie il y a quelques semaines de Agent, comment il l'appelle, Agent Service, je ne sais plus, ou Agent Builder, qui propose des choses un petit peu plus, encore un petit peu plus haut niveau. Et qu'est-ce que je fais? Je dis utilise tel modèle LLM, utilise tel outil, et donc, il instancie cette interface-là. Il crée un proxy, etc., autour de cette interface. Là, je ne suis pas obligé de vous montrer ces choses-là, mais par exemple, voilà comment je peux configurer l'utilisation de Gemini dans Google Cloud, etc. Mais là, je ne suis pas vraiment là pour faire de la pub pour ça. Donc, on a une interface qui est implémentée avec un modèle, un outil. Et donc, allons voir ce que fait l'outil. Donc, c'était la case verte ici. Donc, l'outil, hop, il est là. Alors, ce qui va être intéressant, c'est que pour définir des outils, pour que le premier agent puisse utiliser un outil, en fait, on utilise aussi des annotations. Et on va dire, tiens, cette méthode-là, la Search Information in Database, c'est annoté avec @tool. Donc, ça veut dire que dans la configuration du LLM, on va lui adjoindre l'utilisation d'un outil. On lui dit, voilà les paramètres dont tu as besoin, voilà ce que fait, je crois que j'ai tapé un truc, voilà ce que fait cette méthode-là. Et ça aide le LLM à savoir, ah oui, c'est cet outil-là qu'il faut que j'appelle parce qu'il m'a donné la description de faire une recherche dans la base de données. Et en fait, ce qui est amusant c'est un peu les poupées russes ici, parce que donc j'ai un assistant qui utilise un outil, mais l'outil qui utilise un autre assistant, et c'est celui qui va s'occuper du coup de récupérer les informations et de les synthétiser et de faire un rapport juste sur un des topics, un des sujets de la question de l'utilisateur. Et donc en implémentant cette interface-là, vous allez voir qu'on rajoute des choses supplémentaires. On va rajouter l'accès. Alors un embedding store, c'est en fait une base de données vectorielle. Et l'embedding model, c'est le modèle qui permet de calculer les représentations vectorielles en mémoire. Bon, je vous passe les détails. C'est pareil, il y a des builders pour créer toutes ces choses-là. Et après, donc on récupère tous les résultats. Là, après, je les imprimais pour que vous puissiez les voir sur la console. Et après, on donne donc, le topic report et il devait y avoir un autre println pour la réponse finale qu'on voyait juste en cyan, là, en bleu clair. Okay, donc ça, c'est une approche agentique de RAG pour être capable de répondre à des questions plus compliquées, parce que souvent, le RAG de base, on atteint assez vite ses limites quand les interactions avec les utilisateurs sont un petit peu compliquées. Donc moi, ce que j'aime bien avec LangChain4j, en tout cas, c'est très déclaratif, il y a des annotations, etc. C'est assez sympa. Quand on est un développeur Java, on s'y retrouve assez facilement.
Donc ça, c'était ma première démo. Deuxième démo, c'est donc un générateur d'histoire de science-fiction. Donc vous pourrez aller le voir si ça vous amuse. Ici, il y a l'URL, shortaistory.web.app. Et en fait, je voulais faire... donc tous les jours, j'ai un site web là, qui publie une histoire de science-fiction en 5 chapitres, avec des illustrations générées aussi avec des modèles de génération d'images. Alors je peux quand même vous le montrer. L'histoire d'aujourd'hui, c'était quoi? The Toast Protocol. Donc il y a 5 chapitres, et à chaque fois, pour chaque chapitre, il y a des illustrations. J'utilise le modèle Imagen, là, le modèle de Google, qui fait vraiment des superbes images. Et donc voilà, il y a le chapitre à chaque fois, avec des paragraphes, etc. Bon, je ne sais pas trop ce que raconte l'histoire, mais d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est qu'on retrouve quand même C3PO et Bébé Yoda, là. OK. Bref, et je crois que c'est l'histoire, je l'ai lu dans le train rapidement en diagonale, et à un moment, lui, j'allais dire l'homme de ménage, quoi, il avait récupéré avec son aspirateur super avancé et tout, une sorte de puce super importante pour les extraterrestres. Enfin bref, il y a tout, c'est assez rocambolesque. Mais donc du coup, tous les jours, à minuit ou un truc comme ça, bah, il y a des nouvelles histoires qui apparaissent. Ok. Voilà. Et alors, comment j'ai implémenté ça? Donc, d'abord, j'ai une sorte de cron. Alors, j'ai développé ça et déployé ça sur Google Cloud. Il y a un service de cron qui s'appelle Google Cloud Scheduler. Donc, tous les jours à minuit, je vais appeler mon application. Cet exemple-là, je l'ai aussi fait avec LangChain4j. Qui va vraiment driver le workflow. Et là, c'est vraiment un workflow, parce qu'en fait, il y a vraiment des étapes très précises à suivre. D'abord, je veux générer l'histoire. Une histoire, c'est quoi? C'est un titre, et c'est 5 chapitres, et c'est aussi un type d'histoire, parce que donc c'est des histoires de science-fiction, mais il y a différents types. Il y a, je sais pas, space opéra, ça peut être voyage dans l'espace, ça peut être plein de choses. Donc il faut choisir un type et générer une histoire en 5 chapitres. Après, pour chacun des chapitres, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un sous-agent qui... Enfin, ouais, c'est même pas vraiment des sous-agents, parce que je drive vraiment le LLM directement, qui dit, crée-moi un prompt que je puisse utiliser pour illustrer le premier chapitre, le deuxième chapitre, etc. Donc j'ai 5 prompts pour chacun de mes chapitres. Ensuite, j'appelle un modèle de génération d'images en lui donnant le prompt et le texte du chapitre. Et ensuite, là, je vais utiliser le pattern LLM as Judge, parce qu'en fait, le système de génération d'images, souvent, normalement, il génère 4 images par prompt. Et en fait, ce que je demande ici à ce petit agent-là qui est complètement à droite, c'est, étant donné le chapitre que voici 4 images qui ont été générées, laquelle correspond le mieux au chapitre. Parce que peut-être que dans le style, où il y a un détail qui va être généré, qui n'était pas vraiment prévu et qui n'est pas en raccord avec le chapitre, donc il va être capable de choisir la meilleure image. Et ensuite, j'avais fait une autre petite étape, parce que je ne sais pas pourquoi. Alors j'ai utilisé Gemini 1.5 au départ, là on a un Gemini 2.5, mais il ne voulait pas me créer des chapitres avec des paragraphes. Et du coup, je refais une passe sur le texte pour être sûr que ce soit bien lisible et qu'il me crée des paragraphes logiques et de manière sémantique. Donc il ne met pas juste des line breaks un peu partout, mais il le fait de manière sémantique, pour bien séparer ce qui se passe dans l'action de cette nouvelle. Et enfin, après, je stocke le résultat dans une base de données, dans Firestore, et j'affiche le résultat avec Firebase, etc. Et ça, vraiment, en fait, c'est un workflow. Au départ, quand j'avais codé ça, je m'étais dit, oh, c'est bon, je vais dire au LLM, d'abord, tu me fais une histoire, tu me fais des prompts, il y a un outil pour lancer la génération d'images, et après, tu affiches, etc. Et en fait, je me suis aperçu là que le modèle, en fait, derrière, il hallucinait. Donc, par exemple, il allait me dire, ah, je vais juger la qualité des images, à part qu'il avait oublié de générer les images d'abord. Ou alors, et du coup même, par exemple, les paramètres, c'est-à-dire je lui donnais les URL des images qui avaient été générées, mais du coup, il a inventé les paramètres des URL parce que du coup, il n'avait pas d'image de générée, donc il n'y avait pas d'URL associée. Donc celui-là, vraiment, je l'ai fait de manière programmatique, avec un vrai workflow. Et là, on n'a pas forcément besoin d'un vrai agent et système agentique. Et moi, la manière dont je l'ai codé, alors mon IDE, il est où? Il est là. Donc déjà, encore une fois, on est dans un langage fortement typé, donc j'utilise des vrais objets. Donc là, j'ai une histoire avec un titre, des chapitres, etc., des descriptions. Et le reste, ça se fait vraiment de manière très programmatique. Et j'ai écrit des méthodes pour chacune de ces étapes. Donc la préparation de l'histoire,
Donc là, effectivement, je vais faire un prompt, comment créer l'histoire. Ici, la préparation des images, enfin des prompts, pardon. Et pareil, j'utilise encore des objets très fortement typés pour que j'ai la complétion dans mon IDE, etc. Alors je reviens encore une étape avant. Voilà, la génération des images. Pareil, je vais utiliser le modèle, là on ne voit pas le nom, mais j'utilise le modèle Imagen ici. Hop, je choisis la meilleure image. Donc là, je vais lui donner du coup, voici le contenu du chapitre, et voici, ensuite là je les rajoute au prompt ici après, voici les URL des images, et il est capable de récupérer les images pour analyser toutes les images et choisir la bonne. Donc c'est vraiment très très programmatique, et ça marchait beaucoup mieux que de se dire, ouais, je vais dire à l'agent, tu fais ça, 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 et puis il va se débrouiller. Ben, en fait, non, la manière programmatique était bien meilleure pour ce use case-là. D'accord? Ça dépend évidemment du use case. Dernier exemple où je vais utiliser le Agent Development Kit, ADK, le framework de Google. C'est un autre framework open source, assez orienté code, donc c'est pas avec des annotations, tout ça, c'est plus un type impératif, on va dire. On peut utiliser Gemini, on peut utiliser d'autres LLM avec différentes intégrations. Moi, vu que je suis committeur sur LangChain4j et sur ADK, j'ai créé le pont entre LangChain4j et ADK pour être capable d'utiliser tous les modèles supportés par LangChain4j dans ADK, et non pas que Gemini, ou il y a aussi les modèles Claude, etc. Après, on peut déployer ça où on veut, sur sa machine, n'importe où, peu importe. L'idée de ADK, c'est de faire une hiérarchie d'agents. Et on va le voir dans l'exemple que je vais vous montrer. Donc on peut avoir différents niveaux d'imbrication, faire des choses pour l'orchestration, on peut dire il y a des choses que tu vas faire, des sous-agents qui vont travailler en séquence, en parallèle, dans des boucles. Donc on va pouvoir faire du LLM as Judge, des choses comme ça, du pattern React. Et après, donc il y a le support, là je ne rentre pas dans le détail, mais le support de MCP, modèle contexte protocole, qui standardise la manière dont on peut appeler des outils, ou A2A, qui est assez récent, qui est un protocole pour faire discuter des agents entre eux, qui ont pu être déployés, développés avec des frameworks, des langages complètement différents, et qui puissent se découvrir et savoir s'ils peuvent s'utiliser les uns les autres. Pof, pof, pof. Ouais, je vais vous montrer directement, je pense, la démo, qui est... Alors, celui-là, je peux l'enlever. Ça aussi, on l'a vu, et du coup, c'est le dernier IDE qui est ici. Donc, ce que j'ai fait... donc dans les patterns un peu orientés workflow de ADK, on a la notion de sous-agent. Et là, ce que je voulais montrer ici, c'est que c'est plus le côté autonome, c'est-à-dire qu'un agent va peut-être, enfin l'agent global en tout cas qui utilise ces sous-agents-là, va éventuellement avoir besoin de déléguer une tâche à un sous-agent, mais c'est pas forcément dans un ordre donné. Donc on donne à disposition du superviseur les différents agents qui vont pouvoir répondre aux différentes questions qu'on autorise l'utilisateur à poser en fait. Donc ce que j'ai fait ici, j'ai en fait, alors on va plutôt commencer par le bas d'ailleurs. On regarde ici, donc ça c'est l'agent principal, donc le sujet de cet agent-là, l'objectif de cet agent-là, c'est de pouvoir faire des recherches sur un sujet donné en utilisant Google Search comme outil pour pouvoir trouver des informations récentes. Et on a, donc c'est grâce à Topic Search, et on a l'autre agent qui, c'est un agent qui est capable de créer des tweets sympas pour les poster sur les réseaux sociaux, sur Twitter ou autre. Donc celui-là, je lui dis, bah, si la personne te demande de chercher des informations, il faut que tu utilises plutôt cet agent-là. Donc on lui donne quand même quelques instructions. Ça peut marcher sans ces instructions explicites, mais en général, si on en donne un petit peu plus, on a des chances que ça marche un peu mieux. Et là, si tu dois poster sur les réseaux sociaux, eh ben, tu utiliseras l'autre agent. Donc on va regarder celui qui fait d'abord la recherche. Donc c'est celui-ci. Donc vous voyez la structure, là, ce n'est pas avec des annotations, c'est avec un builder où on donne le nom, la description, les instructions, le modèle qu'on veut utiliser et les outils. Après, on a des systèmes de callback, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Et donc par exemple, à celui-là, je lui dis, donc toi, tu es responsable de faire des recherches, et en fait, tu vas déléguer la recherche à vraiment un agent spécialisé à qui on a donné un outil qui s'appelle Google Search Tool, qui fait partie de ADK. Donc on peut vraiment avoir une intégration directe pour avoir des résultats avec des données fraîches, quoi, des données mises à jour, quoi, les données d'aujourd'hui, grâce à cette intégration-là.
Et en fait, on voit que c'est finalement l'orchestration, on dit juste, voilà les différents agents qui sont à ta disposition pour atteindre ton objectif qui est d'aider l'utilisateur, qui veut faire deux choses, qui veut faire des recherches et qui veut faire des tweets. Donc on va voir, alors, bon là je l'avais déjà fait tourner, on va en refaire un ici, pof, je commence une nouvelle session. Et par exemple, je vais lui demander donc, des informations récentes. Non, je vais le dire en français d'ailleurs, pourquoi je le dis en anglais. Parle-moi de la conférence DevFest Nantes 2025. Et là, alors ce que j'aime, donc ça c'est la Dev UI. Ça vient avec ADK, donc c'est une dépendance qu'on rajoute en plus, et on peut voir en fait vraiment ce qui se passe en dessous. Donc là, ce qu'il va faire, alors j'aurais dû mettre le streaming pour qu'on voit les choses apparaître au fur et à mesure, c'est pas grave, je le remettrai si je le relance. Et là, il devrait être en train de faire une recherche, mais ça met un peu de temps. C'est bizarre, d'habitude ça va plus vite que ça. Ou sinon, vu que je l'ai déjà fait, je pourrais vous montrer l'autre. Allez! Il est timide en fait, pour ça. Il n'ose pas. Je vais regarder quand même ce qui se passe, s'il y a un truc qui se passe dans les logs. Non, il n'y a rien de spécial pour l'instant. Ah, l'effet démo, ça faisait longtemps. En plus, ce qui est marrant, c'est que quand on fait des talks, des présentations avec les LLM, on est des fois un peu surpris par les réponses qu'on a, parce que typiquement, c'est non déterministe. Mais là, c'est vraiment pas normal. Je vais juste le relancer quand même. C'est bizarre. Ah non, attends, pourquoi il ne tourne pas là? Mais il tourne là. Bon, je le relance. Non, c'est peut-être juste qu'il ne tournait pas en fait. D'accord. Donc je me plains qu'il est trop lent, mais en fait c'est juste moi qui ne l'avais pas lancé. Ça m'apprendra. Alors, je remets, oui, j'enlève la session et tout ça. Pof, pof, pof. Et voilà. Donc là, je mets le streaming. Alors, parle-moi de la conférence DevFest Nantes 2025. Et là, j'espère qu'il va être plus rapide. Voilà, donc là, il a transféré, et donc on peut cliquer aussi pour voir les détails. On voit l'organisation graphique de l'agent, et on va voir qu'il appelle, alors il va justement trop vite. Là, il appelle Topic Search, il récupère du coup des informations, et voilà ce qu'il va retourner en réponse. Donc voilà, DevFest Nantes, 16-17 octobre 2025, ouais, cité des congrès, ça a l'air correct. Et je vais lui mettre, je crois qu'il y a que Guillaume Laforge, c'est moi, Guillaume, ah putain, je ne sais même pas écrire mon prénom, n'importe quoi, Laforge parle à cette conférence, de quoi parle-t-il? Parle-t-il? Pas grave s'il y a des typos, on s'en moque, les LLM ils sont gentils. Donc il va refaire une autre recherche, alors j'espère que ça va marcher, on va voir, qu'est-ce qu'il va me dire. Donc là, il fait la recherche. Donc on voit aussi d'ailleurs, il a cherché Guillaume Laforge, DevFest Nantes 2025. Et voyons voir. Alors des fois, il ne donne pas la réponse. Je l'ai retesté dans le train. Qu'est-ce que je pourrais... Ah, c'est dommage, là, ça n'a pas marché. Donc là, apparemment, en tout cas, il me connaît. Il sait bien que c'est moi. Qu'est-ce que... Je sais pas... Bon, j'ai pas d'autres idées d'autres speakers à chercher. Mais des fois, normalement, il donne la bonne réponse et il dit je vais parler d'agent IA. Mais là, c'est marrant. Il faut croire que cette recherche-là qu'il a faite, pourtant, si on fait vraiment la même recherche comme ça sur Google, je pense qu'on devrait tomber dans les... Peut-être que ce n'est pas dans les premiers résultats. Pourtant, si, il y a quand même dans les... Qu'est-ce qu'il y a? Je pense qu'il aurait dû le trouver. Des fois, il le trouve, des fois pas, mais bon. Donc ça, c'est un petit... Non, je ne vous en parle pas, c'est un petit visualisateur sympa. Donc ma démo a un peu foiré, mais c'est pas grave. Ou alors, qui fait la keynote d'ouverture? Est-ce qu'elle est affichée sur le programme? Normalement, oui. Et là, on va voir ce qu'il dit. Faf. En date. Non, il dit encore la même chose. Bon, c'est pas grave. Ça a raté, pourtant j'avais réussi à le faire fonctionner ce matin dans le train. Bref, les agents sont un peu non déterministes, d'accord, et des fois ça marche pas. Je voudrais juste, là, si vous avez vos téléphones, je vous propose de récupérer des crédits pour Google Cloud. Donc j'en ai juste une centaine.
Donc il faut être rapide si vous voulez les récupérer. On peut les récupérer aujourd'hui. Si vous voulez je sais pas, déployer des serveurs MCP, utiliser ADK, LangChain4j, utiliser Gemini ou le modèle Nano Banana, là, le modèle d'édition d'images qui est vraiment super fort, je vous invite à photographier ce lien et ça vous donnera en fait un compte, un billing account, un compte de facturation avec 5 $ dessus et vous pouvez le rattacher à votre projet sur Google Cloud. Comme ça, vous pouvez jouer gratuitement. Et avec 5 $, en vrai, on fait déjà pas mal de choses sur Google Cloud. Et toutes les démos que j'ai fait, ça coûte de toute façon bien moins que 5 $. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. On a juste 1 ou 2 minutes max pour les questions. Et merci beaucoup.